Salutations peuple des Afariel, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui, vous le savez certainement, aura pour sujet un avis lecture concernant la saga littéraire L'Héritage, écrite par Christopher Paolini. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vraiment remercier chacun et chacune d'entre vous pour l'engouement dont vous avez fait preuve concernant la première vidéo, à savoir la vidéo d'inauguration de la chaîne. J'ai vraiment été touchée par tous vos commentaires, tous vos avis et vos conseils. Du coup, vraiment, un grand merci du fond du cœur pour votre soutien. Avant de vous faire part de mon avis, j'aimerais un petit peu vous expliquer pourquoi cette saga occupe une place privilégiée dans ma bibliothèque et pourquoi j'ai tenu à faire de cet avis la première vidéo avis lecture de la chaîne. Vous verrez, L'Héritage et moi, c'est une grande histoire. 1, 2, 3, vous voilà projeté dans mon adolescence. J'étais plutôt jeune lorsque j'ai connu la saga de l'Héritage, puisque je l'ai découverte au travers de l'adaptation cinématographique du premier tome, à savoir Eragon. Mes parents m'avaient menée au cinéma avec mon frère et j'ai vraiment été subjuguée par l'histoire, j'ai vraiment bien accroché. À l'époque, j'étais déjà une amoureuse de la fantasy, alors évidemment, c'était ma came, je me suis tout de suite régalée. En plus, disons-le, et ce n'était pas pour me déplaire, le héros, je le trouvais vraiment très beau et j'en étais tombée folle amoureuse. Lorsque j'ai su que le film était tiré d'un livre, j'ai harcelé littéralement mes parents pour qu'ils m'achètent ce fameux bouquin. Évidemment, ils ont rapidement cédé. Un soir, en rentrant de l'école, ou plutôt du collège puisque j'étais en 6e, le premier tome de la saga m'attendait et je me suis lancée directement à corps perdu dans la lecture de ce dernier. J'ai vraiment été littéralement aspirée par ce livre. Mais vraiment, c'est vraiment le mot que je veux employer, j'ai été aspirée. Je me suis régalée du début à la fin et tout de suite, dès que je l'ai eu terminé, j'ai voulu le deuxième tome. Deuxième tome que j'ai autant dévoré que le premier. Petit bémol, entre le deuxième et le troisième tome, le laps de temps de parution a été quelque peu long. Et à cette époque, j'étais dans l'adolescence, j'étais un petit peu finalement en train de construire mon identité de lectrice et j'avais déjà enchaîné sur d'autres sagas, notamment Tara Duncan et la saga Twilight de Stephenie Meyer. Du coup, j'ai laissé tomber. Sauf que récemment, avec mon mari, nous avons visionné à nouveau le film Eragon et j'ai vraiment pris plaisir à redécouvrir les émotions qui m'avaient traversée lorsque j'avais visualisé pour la première fois cette œuvre. Ça m'a donné envie de relire les livres et étant donné que j'avais tous les tomes de la saga en dormance dans ma pile à lire depuis des années, je me suis dit c'est l'occasion, on y va et je les ai avalés d'une traite. Vous savez tout ? Ma rencontre avec Eragon n'a plus aucun secret pour vous ? Direction maintenant, mon avis. Le cycle de l'Héritage est une œuvre éditée chez Bayard Jeunesse et écrite par Christopher Paolini, qui n'avait alors que 15 ans à l'époque où il a jeté les premières lignes de son œuvre sur le papier. Ça, c'est un fait qui pour moi est très inspirant. C'est la preuve que dans l'art, on peut être jeune et avoir de superbes idées. On peut être jeune et être l'auteur d'un best-seller. Le premier tome est sorti en 2002, le deuxième en 2005, le troisième en 2008 et enfin le dernier en 2011. Comme je vous l'ai dit, vous voyez, le laps de temps entre les publications était un petit peu long. En tant que lectrice, pour que j'apprécie une œuvre, il est nécessaire que plusieurs ingrédients soient réunis afin que la magie opère. Évidemment, ces éléments sont subjectifs, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas les mêmes pour moi que pour un autre lecteur qui lui trouvera son plaisir ailleurs en lisant une œuvre. Toutefois, afin que vous puissiez saisir un petit peu l'esprit de mon avis lecture, je vais vous les lister tout en les mettant en parallèle avec la saga. Premier élément indispensable, le visuel. On va pas se mentir, ce qui va attirer le regard d'un potentiel lecteur en premier, tandis qu'il se balade tranquillement dans sa librairie préférée, c'est la couverture. Avec l'œuvre que nous propose Paolini, finalement, je dirais que le lecteur est comblé. Lorsqu'on lit le quatrième de couverture, on se doute bien qu'on va avoir affaire à une histoire de dragon. Il est donc naturel que pour chacun des tomes, trône sur la couverture un dragon différent. Malin l'illustrateur, car dans chacune des couvertures se cache en réalité un indice sur un rebondissement qui viendra vous surprendre tandis que vous lisez l'œuvre. L'épaisseur des tomes et donc le nombre de pages est à peu de choses près équilibré. Du coup, finalement, le lecteur trouve un certain confort et une certaine sécurité. Des lettres d'or, pour intituler les livres, premier tome Eragon, deuxième tome L'Aîné, troisième tome
Brasingar, ou pour les profanes Brisingar, et dernier tome, l'héritage, qui porte finalement le nom du cycle en entier. Deuxième élément, l'univers. C'est lui qui va venir piquer ma curiosité et me donner envie de me plonger à nouveau dans le livre que je suis en train de lire. Vraiment, c'est très important. Est-il riche? De quoi est-il composé? Quels sont ses peuples? Quelle est sa géographie? Quels sont ses animaux, ses plantes? Paolini, une fois de plus, nous subjugue. Il nous propose une trame qui se place relativement de manière très commune dans plusieurs œuvres de fantasy. Une trame qui nous permet de nous sentir un petit peu confortés en tant que connaisseurs fantasy, ou qui nous permet d'avoir une première expérience fantasy relativement confortable et qui finalement pourra s'adapter aux autres œuvres qu'on lit. Mais il va enrichir cette trame. On y trouve des elfes et des nains, mais avec des interprétations très originales et spécifiques. On y trouve également d'autres races, comme les Urgals, que l'on découvre totalement. Les dragons, parlons-en, grand point fort de la saga. L'auteur nous propose une interprétation des dragons qui est unique en son genre et que l'on ne retrouvera d'ailleurs nulle part ailleurs dans aucune autre œuvre. C'est vraiment une interprétation qui est complexe, qui est approfondie. On sent qu'il a pris le temps de réfléchir et d'aller plus loin dans son imagination. Il nous propose également une version de la magie très personnalisée, pour laquelle il a même été jusqu'à inventer son propre langage, et ça m'a énormément plu. On sent également qu'il a vraiment cherché à travailler cette magie pour nous en proposer une explication à la fois complexe mais simple. J'aime beaucoup. Dernier élément qui m'a subjugué, c'est la carte. Il y a d'ailleurs une anecdote à ce sujet. Quand j'étais plus jeune, avec mon frère, quand nous ouvrions un livre et que nous voyions au début une carte, pour nous il s'agissait forcément d'un excellent bouquin. Pourquoi? Parce qu'il s'agissait pour nous d'un moyen très simple et très efficace pour que le lecteur puisse mieux se projeter dans le contexte géographique de l'œuvre qu'il est en train de lire. Et ça, c'est indispensable à mon sens. Après avoir une carte, c'est bien, mais ça ne fait pas tout. Faut-il encore bien l'exploiter? Et c'est exactement ce que fait Paolini dans le cycle de l'héritage, en nous proposant tout au long des tomes, finalement, une sorte de patchwork de paysages qui nous permet à chaque fois un changement de décor, car chaque paysage est unique en son genre, chaque zone nous propose des éléments originaux et différents, et vraiment, on est toujours et systématiquement dépaysé. Bravo l'artiste! Pour moi, l'univers est complet, riche et intéressant. Il a su m'intriguer et il a su me faire rêver. C'est donc une franche réussite pour cet élément-là. Troisième élément indispensable, les personnages. J'aime quand le récit que je suis en train de lire met en scène une riche palette de personnages. Et je n'apprécie pas forcément que les personnages nuancés, ambigus, profonds et complexes. J'aime aussi des personnages qui sont plus simples et auxquels j'ai parfois plus de facilité à m'attacher. Prenons par exemple les méchants. J'aime retrouver un vrai méchant, un vrai mauvais, l'ennemi à abattre, qui peut pourquoi pas se permettre de manquer de profondeur et de nuance, puisque de toute façon, il est mauvais. Donc finalement, pas de nuance, il est mauvais, complètement et foncièrement. J'aime également apprendre à découvrir des personnages méchants, mais poignants. Pourquoi pas au travers de leur histoire de vie? Pourquoi pas au travers de leur ressenti? Il est méchant, mais jusqu'où? Pourquoi est-il méchant? Et finalement, moi je l'aime ce méchant, je m'y attache. Les gentils, c'est la même chose. J'aime avoir le vrai gentil, celui qui aura du mal à prendre certaines décisions qui s'imposent, parce qu'après tout, il est gentil. Et j'aime aussi avoir le gentil où finalement on en vient à se poser la question, oui, il est gentil, mais dans quelle mesure? Qu'est-il prêt à sacrifier pour la cause? On ne sait pas forcément. J'aime aussi avoir des personnages qui ne sont ni bons ni mauvais, qui sont juste là, et dont on va apprendre à découvrir la psychologie. J'aime la psychologie. J'aime pouvoir la découvrir, comprendre un petit peu les cheminements, voir l'évolution d'un personnage, savoir ce qui le mène d'un point A à un point B, comprendre ce qui fait sa vie, ce qui fait ses réactions, m'y attacher finalement, rire avec eux, pleurer avec eux. Et dans son œuvre, c'est exactement ce que nous permet l'auteur. On a vraiment de tout. J'aime également, et ça c'est vraiment très important et j'insiste à ce sujet, que les personnages féminins soient autant mis en avant que les personnages masculins. Et là, dans Eragon, c'est ce qu'on retrouve également. Quand je dis Eragon, bien sûr, je sous-entends tout le reste de la saga.
Rien que les personnages protagonistes sont d'un genre différent. Du coup, je trouve ça génial. On a Eragon, individu mâle, et Saphira, sa dragonne, individu femelle. On a également des personnages secondaires, féminins, qui sont extraordinairement bien développés. Vraiment, bravo. Quatrième point très important, qui réunit en fait plusieurs petits sous-éléments, le rythme, la fluidité et le style de l'écrivain. Dans Eragon, on a un rythme qui à certains moments est effréné, haletant. On a des scènes d'action intrépides qui nous tiennent en haleine. Et on a presque l'impression d'être autant essoufflé que le personnage. Donc c'est vraiment une réussite à ce niveau-là que de transmettre certaines émotions comme le stress, l'urgence, la sensation de mort imminente. On est presque surpris à se retourner pour regarder par-dessus notre épaule pour savoir si l'ennemi ne va pas surgir de notre oreiller. Puis il y a des moments où on a une petite pause, ou pourquoi pas on va traîner un petit peu plus en longueur. Et ce sont des moments dont l'auteur profite, qu'il met à profit en réalité, pour nous faire un petit peu partager plus de détails sur son monde et que nous, lecteurs, on prend plaisir à découvrir. Il arrive à mélanger savamment les deux, à doser, de manière à ce que chacun des tomes soit très intéressant et à ce qu'il tienne le lecteur accroché. Son style est très poétique, mais pas compliqué pour autant. Je n'ai pas eu besoin de revenir plusieurs pages en arrière pour comprendre le paragraphe que j'étais en train de lire, ni même de relire plusieurs fois une phrase pour en comprendre le sens. De la poésie, de la poésie, de la poésie, à coups de métaphores, de comparaisons. Ça aussi c'est une réussite, j'aime beaucoup la poésie, et je l'aime encore plus quand elle ne complexifie pas l'ensemble. La fluidité, c'est vraiment, ça découle en fait des deux premiers. La fluidité y est, elle est au rendez-vous. Voilà, on lit tranquillement. Puis finalement, on se rend compte que c'est sans accroc, c'est sans froncement de sourcils. On n'a pas besoin de se demander mais qui est ce personnage, mais je n'ai pas compris cette phrase. Finalement, ça vient tout seul. Cinquième et ultime point important pour moi dans une lecture, les love stories. Vous allez rigoler, parce que quand on ne parle pas de romantique fantasy, on se doute bien que les histoires d'amour ne sont pas forcément le centre d'une intrigue dans un roman fantasy. D'ailleurs, heureusement, et ça me plaît. Mais il est vrai que j'aime suivre en fond de trame une histoire d'amour. J'aime encore plus lorsqu'elle se termine bien, ou qu'elle ne se termine pas du tout. Une manière très maligne pour l'auteur de laisser libre le lecteur d'imaginer la fin de cette histoire d'amour. Paolini, c'est ce qu'il nous propose, avec plusieurs histoires d'amour qui nous surprennent ou pas, qui se finissent bien ou qui ne se finissent pas. Je suis donc comblée. Vous l'aurez compris, c'est pour moi un sans faute. Je suis littéralement tombée sous le charme de cette incroyable épopée. J'en profite pour vous dire qu'il y a récemment une édition limitée or des 4 tomes qui est sortie. Édition que je me suis procurée. Or, comme ça, elle pourra occuper sa juste place au sein de ma bibliothèque. L'auteur a également sorti un autre ouvrage relatif à l'héritage que je vais m'empresser évidemment de lire et je vous retransmettrai un petit peu mon avis au travers d'une nouvelle vidéo très prochainement. Ainsi s'achève ma première vidéo avis lecture. J'espère que j'aurai su vous intéresser. Si vous avez des idées, des conseils ou des suggestions, n'hésitez pas à m'en faire part par message, que ce soit sur YouTube ou sur l'une des autres plateformes réseaux sociaux que j'utilise. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à vous abonner à mon profil Instagram et à liker ma page Facebook. Venez partager avec moi l'amour de la fantaisie. Vous verrez, vous ne le regretterez pas. Je vous embrasse très fort et vous dis à très bientôt pour de nouvelles et trépidantes aventures.